Bonjour à tous, alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo unboxing BD. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un album qu'on m'a offert pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit de Lune d'argent sur Providence par Eric Erengel, auteur que je ne connaissais pas, c'est le premier album de lui que je possède. Et comme d'habitude, je vais commencer par vous parler un petit peu de sa carrière, même si je ne pourrai pas faire de commentaires détaillés sur ses albums, parce que, je le répète, je ne les ai pas lus. Alors Eric Erengel est né en 1966 et il a commencé sa carrière de dessinateur de bande dessinée dans le journal de Tintin, à l'époque, en 1987. Alors il a commencé par publier un hommage à Edgar Pierre Jacobs dans le numéro 602, qui s'appelait La malédiction d'Anankou. C'est un récit complet de 5 planches que je n'ai pas pu voir, puisque j'ai pas réussi à retrouver des scans de ces planches. C'était scénarisé par quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre Croquet, pour ceux qui connaissent. Et il a continué à travailler avec lui pour au moins un deuxième récit complet qui s'appelait Jusqu'au chant du coq, qui a été publié dans le Tintin numéro 657. Autre récit complet, mais ça n'a pas tellement duré, puisque vous le savez peut-être, là on n'était pas très loin de l'arrêt du journal de Tintin, c'est à cette époque-là qu'il a cessé de paraître. Donc ensuite, Eric Erengel, il a abandonné pour un temps la bande dessinée, il s'est reconverti dans la publicité, et puis il est quand même revenu assez vite dans la BD, puisqu'en 1991, il est entré chez l'éditeur Zenda. Alors Zenda était surtout connu à l'époque pour faire paraître en France des comics américains, alors des comics qui sont devenus des classiques, puisque chez Zenda est paru par exemple V pour Vendetta, est paru le Dark Knight, le Batman Dark Knight de Frank Miller, enfin vraiment des gros trucs. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait aidé par Jean Vaquet au scénario, il a créé une série en 2 tomes qui s'appelle Carnivore, une série fantastique, dont le thème était qu'il y avait une espèce de substance qui s'attaquait au cerveau et qui modifiait le comportement des gens. Alors, j'ai vu quelques planches, effectivement, pour des premiers albums, c'était déjà pas mal du tout, ça donne assez envie. Ensuite, il a décroché la timbale, si on peut dire, puisqu'en 1992, on lui a confié le dessin du second cycle d'une série à succès qui s'appelle Balade au bout du monde. Le premier cycle avait été créé par Macchio au scénario et Laurent Vicomte au dessin, et c'est une série qui a eu énormément de succès, un succès mérité d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille vivement de lire cette série, en tout cas le premier cycle. Alors il a réalisé le premier cycle sur 4 tomes. J'avoue que moi j'étais fan du premier cycle quand j'ai lu le premier tome du second cycle. Alors, c'est pas tant le dessin qui m'a déplu, mais le scénario, j'ai trouvé que c'était vraiment nettement en dessous du premier cycle. Donc, en fait, j'ai lu que le premier tome, donc j'ai pas lu les 3 autres tomes dessinés par Erengel. Il faut savoir aussi qu'il y a eu un 3e cycle après de Balade au bout du monde, dessiné par Michel Faure, mais là que je n'ai pas lu du tout. Ensuite, entre 1997 et 1999, Erengel est allé chez Delcourt pour créer une série en 3 tomes qui s'appelle Edward John Trelawney, je ne sais pas comment on dit. C'est une série un peu steampunk, alors c'était pas trop à la mode à l'époque, mais bon, d'après le retour, c'est une assez bonne série qui vaut la lecture, donc je me laisserai peut-être tenter à un moment ou à un autre. Et entre 1999 et 2010, alors il a créé sa série la plus connue à ce jour, qui s'appelle Crâne le Barbare, qui est une série d'heroic fantasy, mais assez délirante, pleine d'humour, c'est une série gaguesque, on va dire. Mais là le succès est arrivé, il y a eu 10 tomes de parus, 10 c'est pas rien. Alors la série n'est pas terminée d'ailleurs, Erengel a des idées de scénario pour un 11e tome, on souhaite que ça sorte bien sûr. La série a tellement eu de succès qu'il y a même eu une série dérivée qui s'appelle Crâne Univers, alors qui n'est pas dessinée par Erengel, mais qui est scénarisée par Erengel, et cette série dérivée a eu quand même 4 tomes. Donc là, Crâne le Barbare, a priori, c'est quelque chose qui est recommandé.
Ensuite, entre 2010 et 2012, il se retrouve encore dans les séries poids lourds, hein, puisqu'il a participé à la série dérivée de l'Enfeuse de Troie qui s'appelait Légende de Troie. Arleston lui a scénarisé un spin-off qui s'appelle Nuit Safran, un spin-off sur 2 tomes, qui est d'assez bonne qualité d'après les retours. Ensuite, entre 2015 et 2016, il s'est adjoint les services d'un scénariste star en la personne de Xavier Dorisson, qui est quand même un scénariste très réputé. Et ils ont créé ensemble une série sur 2 tomes qui s'appelle Ulysse 1781, alors qui est un espèce de western fantastique, oui, un peu comme Lune d'argent sur Providence. Les critiques que j'ai vues disent que le premier tome est assez moyen. Heureusement, apparemment, tout est rattrapé par le second tome, qui a l'air, par contre, très très bon. Encore une fois, d'après les retours, parce que moi, je n'ai pas lu. Et puis on arrive à sa série en cours, hein, qui s'appelle The Kong Crew, qu'il a créé depuis 2019. Alors il y a déjà 2 tomes de parus, je crois que c'est prévu en 3 tomes. Alors The Kong Crew, c'est assez spécial, hein, c'est une espèce d'uchronie dans laquelle il a imaginé que King Kong, je suppose que tout le monde se rappelle la scène finale de l'histoire de King Kong quand il se retrouve à New York et qu'il y a une bataille qui monte sur l'Empire State Building et qu'il se bat contre les avions, etc. Eh bien, Erengel a imaginé que c'est King Kong qui gagnait cette bataille, et en quoi le fait que King Kong ait gagné la bataille va changer les choses. Alors, il se passe des choses assez bizarres à New York après, apparemment, et ça a l'air assez amusant à lire. Alors, bien que ce ne soit pas une franche comédie, d'après ce que j'ai compris, mais en tout cas, ça donne envie, on va dire. Et je me laisserai peut-être tenter d'ici peu. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette biographie express de Éric Erengel, et maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce beau livre, hein, parce qu'effectivement il est assez beau, Lune d'argent pour Providence. Non, Lune d'argent sur Providence. L'album se présente donc avec une belle couverture mate qui est assortie d'un dos toilé où le titre apparaît. Voilà. Alors après on ouvre et l'histoire commence tout de suite, hein. Donc il y a les 2 tomes de l'histoire qui sont réunis dans cette intégrale. Donc on découvre le dessin de Erengel, hein, qui par moment a un petit côté humoristique, hein. On voit le physique de la servante et de la petite fille, hein, qui font plutôt dessin humoristique, mais par ailleurs le tout reste très réaliste. Donc c'est on va dire un semi-réalisme de la part de Erengel qu'il utilise pour cette histoire. Donc on assiste à l'arrivée de l'héroïne, hein, qui au départ elle est assez mystérieuse en fait, hein. Elle se présente sous un faux prétexte, on va apprendre par la suite. Et donc l'autre personnage principal, c'est le shérif, là, le grand costaud moustachu, qui, tout de suite, on voit qu'il pourrait éventuellement se passer quelque chose entre tous les deux. Et Erengel ne fait pas durer le suspense, hein, on vire tout de suite dans le fantastique, hein. On voit tout de suite des éléments qui sortent du western classique, dans une séquence courte, mais une séquence quand même qui ne prête pas à confusion. Alors moi j'ai beaucoup aimé la mise en couleur, hein, qui est très très réussie, je trouve. Toutes ces couleurs automnales, Erengel les a très bien réussies. Alors le récit est vraiment sans temps mort, hein. Il y a régulièrement des scènes d'action qui nous sont présentées et qui sont assez bien découpées, ma foi, on comprend bien ce qui se passe. Les angles de vue sont assez bien choisis. Et on nous offre quelques planches assez spectaculaires, assez régulièrement. Alors, bon, ça peut être parfois un petit peu sanguinolent, attention les hommes sensibles, mais bon, fallait s'y attendre dans une histoire
qui met en jeu on va dire des dérivés des loups-garous, hein, on va dire. On peut pas dire que c'est vraiment des loups-garous, mais... Voilà, donc il y a une myriade de personnages qui sont tous aussi bien caractérisés les uns que les autres, et puis Erengel arrive bien à les rendre distincts les uns des autres, c'est-à-dire qu'on n'hésite jamais, on reconnaît systématiquement très bien tous les personnages, et ça c'est pas toujours gagné. Dans certaines bandes dessinées actuelles, c'est souvent un problème que j'ai, je trouve souvent que il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent, et qu'on n'arrive pas bien à distinguer. Là c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, effectivement, ils sont très bien caractérisés, ils ont des physiques qui peuvent être très différents. Alors, c'est difficile de faire ça, de donner des physiques différents à plein de personnages, parce que ça risque de donner un graphisme un peu pas décousu, mais qui ne soit pas homogène, voilà, je cherchais le mot. Et en fait, là, non. Pas du tout, ça nous laisse dans un univers qui semble malgré tout bien homogène. Alors il n'y a pas de rupture de l'histoire entre le passage du premier tome au deuxième tome, hein. D'ailleurs, si on ne connaît pas les tomes unitaires, on ne se rend pas compte à quel endroit on passe du premier au second tome, d'ailleurs. Toute l'histoire nous est donnée d'une traite. Voilà, ce dessin-là, je crois qu'il a fait l'objet d'un ex-libris, et si je me rappelle bien, il me semble que j'ai vu passer ça. Donc la créature est vraiment très très féroce, hein. Il semble difficile, voire impossible de l'arrêter. Bon, d'ailleurs, la résolution va se faire par une méthode particulière, hein. Ce n'est pas la force qui va être utilisée. Enfin, pas directement, en tout cas. Alors, bien sûr, le scénario réserve son lot de twists, de retournements, de trahisons, mais c'est le genre qui veut ça, hein, et on les attend, de toute façon, hein. Un scénario seulement linéaire aurait été décevant. Alors moi, je vous l'ai dit, hein, c'est le premier album vraiment de Erengel que j'ai acheté. Alors j'en avais parcouru quelques-uns en librairie, ou j'avais emprunté quelques bouquins chez des amis, mais c'est vraiment le premier que j'ai acheté. Quand j'ai vu cette intégrale, et que j'ai feuilleté un peu, que j'ai vu la qualité du dessin, je me suis dit, même si l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, au moins j'aurai un bon dessin. Et puis au final, l'histoire m'a intéressé au même titre que le dessin. Bon, il y en a qui portent le mal sur leur visage, hein. Quand on voit leur tête, on se doute tout de suite que ce n'est pas des gentils. Voilà, donc là on arrive à la fin de l'histoire. Alors, dans cette intégrale, on a droit à quelques bonus qui sont assez intéressants. Alors il y a tout d'abord un à propos de Erengel, hein, qui explique un petit peu les circonstances qui l'ont amené à créer cette bande dessinée. Alors c'est assez intéressant, moi je connaissais pas du tout la genèse de la bande, donc ça m'a intéressé. Et puis, alors, ceux qui ont acheté les tomes unitaires vont peut-être être un peu déçus, mais on a droit à une histoire supplémentaire, une petite histoire supplémentaire inédite. C'est-à-dire, on a droit à une bande dessinée en plus, qui est une petite histoire qui met en scène l'héroïne. Alors, on se demande d'ailleurs si c'est pas un test pour voir si il n'y aura pas des épisodes supplémentaires après qui mettront en scène ces personnages. Et cette petite histoire, ma foi, est assez bien sentie, hein. Donc une petite histoire de 7 pages, quand même 7 planches. Et puis après, on a un cahier graphique, alors qui reprend en pleine page les couvertures des 2 tomes, donc ça c'est bien.
On a encore une petite planche hein, qui... Alors c'est une espèce de mise en abîme hein, via le prisme du cinéma. Vous voyez que Erengel s'est amusé à créer une affiche d'un film imaginaire hein, qui s'appellerait Lune d'argent sur Providence. C'est assez bien réussi. Et puis quelques illustrations supplémentaires. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait toujours plaisir. Alors, pour la qualité de fabrication, ben, en fait, je suis assez satisfait. Hein, la couverture qui est mate, alors je sais pas, c'est peut-être un peu fragile à conserver, ça. Bon, petit défaut, je sais pas si ça se voit, mais le carton de la couverture moi, a tendance à s'incurver, alors je sais pas si c'est dû à mon exemplaire ou si c'est un défaut qui est généralisé sur le tirage, mais c'est un peu énervant. Alors, ça doit pouvoir se rattraper en le mettant bien serré dans la bibliothèque, hein, et peut-être qu'il va reprendre sa forme, mais il est un peu incurvé, un peu concave. Le dos toilé avec le titre qui est dessus, ça c'est bien. À l'intérieur, le papier aurait gagné à être un peu plus mat. Alors il n'est pas franchement glacé, mais j'aurais aimé que ce soit encore un peu plus mat. Hein. C'est quand même légèrement glacé, on voit que ça brille. Hein. Là par exemple, si je suis pas bien au-dessus de l'album, j'ai des reflets. Hein. Donc je sais pas pourquoi les éditeurs s'obstinent à utiliser sans arrêt du papier glacé. Je vois pas l'intérêt. Enfin là c'est pas catastrophique, hein. J'ai vu nettement pire. Donc au niveau qualité de fabrication, bon, alors vu les efforts sur la couverture, malgré le papier légèrement glacé, je vais quand même lui attribuer une note de 4 sur 5. C'est quand même pas mal du tout. Un bon point pour Vent d'Ouest. Et pour Glénat du coup. Alors pour l'intérêt des bonus. Alors j'étais assez content des bonus, hein, effectivement. Alors le gros point fort, enfin le gros bonus qui est intéressant, c'est l'histoire supplémentaire, qui en plus est assez amusante à lire. La petite mise en perspective d'Erengel, ça c'est toujours bien. Le petit délire sur le film, c'est bien aussi. Les illustrations, c'est bien. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. La reproduction des couvertures des tomes, c'est indispensable dans une intégrale. Ils l'ont fait, c'est bien. Donc, on aurait pu attendre un petit peu plus, mais globalement, c'est quand même pas mal du tout. Ça sera aussi donc un 4 sur 5 pour l'intérêt des bonus. Et puis pour l'album en lui-même, hein, la note générale, eh bien c'est une histoire qui m'a beaucoup plu, le graphisme d'Erengel m'a beaucoup plu aussi, ça va peut-être m'encourager à regarder les futurs albums du même auteur. Alors, je vais certainement m'intéresser à sa série en cours qui s'appelle Kong Crew, qui est au niveau du dessin qui m'a l'air assez bien réussi aussi, assez intéressante. Donc c'est une bonne surprise, une bonne découverte pour moi. Alors c'est peut-être pas une découverte pour tous ceux qui regardent cette vidéo, mais pour moi c'en est une. Donc, alors c'est pas un chef-d'œuvre non plus, parce que bon, dans l'histoire, il y a quelques moments de flottement, j'ai trouvé. C'est pas courant, mais bon, c'est arrivé au cours de ma lecture. Donc je vais quand même mettre un bon 4 sur 5 pour ma note générale. C'est donc tout pour Lune d'argent sur Providence, hein, album, vous avez compris que j'ai bien aimé, voire beaucoup aimé. Alors, pour conclure cette vidéo, d'habitude, je vous donne quelques conseils de lecture sur d'autres albums des mêmes auteurs, mais là, vous avez compris, c'est le premier album d'Erengel que j'ai acheté, donc j'en ai pas d'autres albums à vous conseiller. Par contre, ce que je vais faire, vu que ça c'est un bon western fantastique, je vais vous conseiller d'autres bons western fantastiques que j'ai dans ma BD Tech, et je vais vous recommander eh bien, du Tex Willer. Pour ceux qui connaissent, ils sont certainement déjà conquis. Alors voilà donc deux petits exemples de western fantastique parmi que je possède parmi ma BD Tech. Alors je vous présente deux albums qui correspondent au même héros, qui s'appelle Tex Willer,
qui est un fumetti, donc une BD italienne qui paraît depuis plus de 50 ans en Italie, chez l'éditeur Sergio Bonelli. Et c'est vraiment une institution en Italie. Malheureusement, en France, la distribution de ces aventures s'est faite de façon assez erratique, hein. Il y a eu plusieurs éditeurs qui s'y sont essayés. Celui qu'on a sorti pas mal, c'était au début des années 2000, c'était l'éditeur Clair de Lune, mais qui a arrêté après. Et là, en ce moment, il y a 2 éditeurs qui ont repris le flambeau, mais qui distribuent ça un peu dans des albums assez coûteux, alors qu'en Italie, ce sont des choses qui sont vraiment très bon marché, hein, les aventures de Tex Wheeler. Alors c'est pas pour ça que la qualité n'est pas au rendez-vous, au contraire, vous allez vous en rendre compte. Mais bon, en France, si on veut lire ces aventures, il faut y mettre le prix. Alors je vais vous présenter 2 albums de western fantastique, hein, parce que Tex Wheeler c'est un western la plupart du temps, mais parfois les scénarios n'hésitent pas à virer au fantastique. Alors je vais vous présenter donc 2 albums, un chez chaque éditeur qui distribue Tex en ce moment. Alors tout d'abord, Snake Man chez Fordis, dans la collection Colorado, hein, qui édite des westerns. Alors Fordis, c'est la façon d'avoir du texte de façon un peu meilleur marché, on va dire. Là, ces albums hein, qui font... alors, ils ont 2 séries chez Fordis. Ils ont les aventures de Tex et la jeunesse de Tex. Alors, pour les aventures de Tex, souvent, c'est des albums classiques, hein, c'est-à-dire en gros 48 pages cartonnées couleur. Hein. Mais malgré tout, c'est assez cher, hein, parce que ça coûte on va dire, entre 18 et 20 euros la plupart du temps. Celui-là, je sais pas combien il coûte. C'est 20 euros. Voilà, il coûtait 20 euros, alors que, bon, il n'y a pas tant de pages que ça. Et il y a un deuxième éditeur qui s'appelle Black and White, qui fait aussi du Tex, mais alors là, avec des albums beaucoup plus volumineux, mais aussi beaucoup plus chers, hein, qui coûtent autour de 35 voire 39 euros. Donc je vais commencer par Snake Man. Snake Man, donc. Alors, d'un album à l'autre, Tex, c'est ça la particularité. Alors c'est comme chez Marvel aux États-Unis, il n'y a pas de dessinateur attitré pour ce héros. C'est-à-dire que le dessinateur peut changer complètement, et d'ailleurs change très souvent hein, d'un album à l'autre. Alors il peut arriver que certains dessinateurs aient fait le dessin de plusieurs albums, mais la plupart du temps ça change. Donc là, ici, c'est Enrique Brescia qui a fait le dessin. Et d'ailleurs, ça m'avait beaucoup incité à l'acheter. Alors c'est donc un album couleur, et on voit que le dessin de Enrique Brescia, moi je le trouve assez magnifique. La mise en couleur aussi. Regardez-moi ça. Donc je ne vais pas trop parler d'histoire, hein, parce que c'est des histoires de sorcellerie, etc. Parce que ça spoilerait un peu trop le scénario. Mais c'est du tout bon, hein. Moi, il m'a beaucoup plu cet album. Alors, il est sorti assez récemment. Je vais regarder la date. Il est sorti en janvier 2023, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an. Donc, il est disponible à l'achat, il n'y a aucun problème. Fordis font des tirages suffisants pour que vous ne soyez pas obligé de vous précipiter à la sortie pour espérer avoir un exemplaire. Donc là, c'est du tout bon. Voilà, donc 46 planches, hein, vraiment le format classique, mais pour 20 euros quand même. Alors, j'arrive au Black and White. Alors, Black and White, je sais pas si j'ai le prix, là, c'est pas marqué. De mémoire, je crois que ça devait être 39 euros, il me semble. Alors moi, je l'ai acheté directement sur le site de Black and White. Alors, Black and White aussi, c'est un problème, hein, parce qu'ils sont assez peu présents en librairie. Donc vous pouvez essayer de le faire commander par votre libraire, mais ça va pas forcément être facile. Ils sont distribués dans quelques librairies Canal BD, je crois. Mais moi, la plupart du temps, je commande directement sur leur site. Alors il doit y avoir 4 ou 5 euros de frais de port en plus. Donc vous avez intérêt, si vous avez d'autres albums dans leur catalogue qui peuvent avoir votre préférence, de faire des commandes groupées, hein, ça vous coûtera moins cher en frais de port. L'autre intérêt de commander directement chez eux, c'est qu'en général, vous avez un petit cadeau. Et là, mon petit cadeau, c'était un ex-libris de Alessandro Bocci, c'est-à-dire le dessinateur de l'album.
et qui est assez joli hein, d'ailleurs. Hein. Alors ils font des ex-libris assez régulièrement, celui-là c'est marqué, c'est le numéro 6. J'en ai quelques autres, hein. Je ne sais pas si je les ai tous, parce que j'ai acheté tous les albums textes parus chez Black and White, mais le dernier je crois que c'était un ex-libris de Jean-Yves Mitton d'ailleurs, dessinateur que j'affectionne tout particulièrement, donc j'étais très content. Alors c'est la surprise hein, d'ailleurs, hein. Moi quand j'ai commandé cet album, je ne savais pas, je ne savais pas quel ex-libris allait m'être offert. Je savais qu'il y avait un ex-libris parce que c'était annoncé, mais c'est la surprise en ouvrant le colis. Donc celui-là, il est joli, j'aime bien. Donc la Reine des Vampires. Alors la Reine des Vampires. Hop. J'ouvre. Alors, alors chez Black and White, par contre, souvent les albums s'épuisent assez vite. Alors ils sont tirés à assez peu d'exemplaires, là c'est marqué, hein, c'est marqué tirage unique à 600 exemplaires. Tirage unique, ça veut dire que ce n'est pas réédité. Donc là, faut vous méfier, s'il y a vraiment un album qui vous intéresse, bah, il faut guetter la sortie et vraiment l'acheter assez vite, parce que les premiers sont déjà épuisés. Hein. Je crois que au moins les 3 premiers albums de la série, là, chez Black and White, ils sont épuisés. C'est souvent le problème hein, chez eux. Alors par contre, l'avantage chez eux, c'est que la qualité de finition des albums est toujours impeccable. Vous voyez que le papier est mat, donc ça j'aime bien. Et puis là, bon, ça coûte cher, mais on en a pour son argent, hein, parce que l'album fait pratiquement 250 pages, donc c'est pas mal du tout. Alors, ils reproduisent toujours en début d'album, alors parfois il y a des petits dossiers, celui-là n'en a pas, mais parfois je sais que j'en ai eu sur certains albums, mais systématiquement, par contre, ils reproduisent en début d'album les couvertures des albums originaux italiens. Alors vous voyez la différence de prix. 3,50 €. Alors, attention, pour 3,50 €, vous n'avez que la moitié de l'histoire, hein, puisque c'est paru en deux numéros du texte mensuel qui paraît en Italie. Alors, vous voyez d'ailleurs le numéro, texte mensuel, numéro 701. Quand je vous disais que ça faisait très longtemps que ça existait, Tex Willer, je ne vous mentais pas. Alors, les couvertures, par contre, vous voyez, sont faites par d'autres dessinateurs. Là, c'est Claudio Villa qui a fait la couverture du mensuel, alors que le dessinateur de l'album, c'est Alessandro Bocci. Et la deuxième, je crois que c'est Claudio Villa aussi. Et oui, c'est Claudio Villa aussi. Donc, Alessandro Bocci, voilà à quoi ressemble son dessin. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce dessin fait à partir de plein de petites hachures comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ça donne un côté réaliste sans être réaliste que j'aime beaucoup. Alors là, cet album de texte hein, vire franchement dans le fantastique, mais ça m'a beaucoup plu. Les albums de texte, hein, les albums au long cours comme ça qui font plus d'une centaine de planches, en général le scénario est vraiment, vraiment très solide. Vraiment très solide. Et là, cet album ne fait pas exception à la règle. C'est vraiment du tout bon. Il y a beaucoup d'action dans cet album. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a des albums de texte qui sont assez calmes, niveau action, ça arrive. C'est pas pour ça qu'ils sont moins bien, mais celui-là, il y a vraiment beaucoup d'action. Il y a pratiquement toutes les 5 ou 10 planches, et il y a une scène d'action vraiment qui remet tout en jeu. Les chauves-souris vampires, etc. Bon, l'album porte bien son titre. Hein. Oh, il s'agit d'une espèce de secte. Enfin, je vais pas trop en dire non plus. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent pas Tex Willer, hein, moi, je vous recommande fortement d'essayer de découvrir cette série, qui est vraiment très très bonne. Hein. Moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Ça m'a vraiment fait un choc. Les premiers Tex Willer que j'ai vus, moi, je m'attendais à un westerno rabais, vu que ça paraît justement dans les petits formats italiens. Je me disais, bon, si c'est du même genre que ce qui paraissait en France avant, dans les petits formats, c'était pas toujours extraordinaire. Et il pouvait y avoir des petites pépites dans ces formats. Mais là, c'est quand même assez régulier. C'est-à-dire que tous les textes que j'ai achetés depuis, il n'y en a pas un qui m'a déçu, en fait. Alors, c'est peut-être dû au fait aussi que les éditeurs français choisissent les meilleures histoires. Ben, c'est possible, hein. Mais bon, en gros, j'ai pas été déçu.
Alors, si vous avez peur, vous pouvez peut-être essayer de commencer par retrouver d'occasion des éditions de textes qui sont sorties chez d'anciens éditeurs, hein, chez Clair de Lune, je crois qu'il y en a eu plusieurs, chez Erco aussi, je crois qu'il y en a eu. Et c'est des albums qui doivent se trouver sans trop de problèmes chez les bouquinistes. Mais après, si vous avez commencé à lire ça, bah, je pense que vous serez accro comme moi, je l'ai été. Voilà, c'est tout. Donc bonne lecture de Lune d'Argent sur Providence. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour très bientôt, j'espère. En attendant, ben, lisez des BD, hein, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Ça redonne le moral, en tout cas moi c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir. En attendant, ciao et à bientôt.